mais plutôt une simple volonté de parler de transparence. Et donc, on ne voit pas de sous-bassement. Je dis, je ne voudrais pas m'étendre sur les lacunes éventuelles, car s'il y a lacunes, ce sont les honorables sénateurs qui ont la latitude de procéder aux amendements et de pouvoir offrir au peuple congolais le texte qu'il attend. Article 13. L'article 13 est une avancée, mais toutefois, elle est annulée par le toutefois. Et ici, c'est l'honorable Koïmafuta, je ne voudrais pas répondre, parce que le texte du gouvernement n'est pas celui-là. Je n'ai pas le droit, devant cette chambre, de me mettre à critiquer le texte venant de l'Assemblée nationale, parce que je n'en ai pas le droit, mais ce serait même un crime de lèse-majesté. De quel droit je peux me permettre de critiquer les textes venant de l'Assemblée nationale? Vous et vous seulement. Moi, je n'en ai pas le droit. L'article 234, donc, il s'agit ici de la représentation de la femme. Honorable Koïmafuta, qui est ma grande sœur, je ne voudrais pas, sinon je vais être interpellé à l'Assemblée nationale. Il ne faut pas que je parle ici, je ne parlerai pas. Les titres académiques qui sont délivrés par les institutions d'enseignement supérieur et universitaire, comment les authentifier? Nous disons seulement ceci. L'honorable Lombeya Bosongo, qui a été recteur à l'université de Lubumbashi. Fort souvent, on voit les diplômes délivrés pendant le temps où lui-même était recteur, mais on voit que c'était notre recteur qui a signé. Mais comment pouvons-nous accepter cette fiabilité-là? Mais il faudrait que les certificats soient authentifiés par l'université elle-même, parce qu'on va voir, celui qui vient avec son attestation, il dit que Lombeya était recteur, que Lombeya n'était plus recteur, alors qu'effectivement, quand on a délivré ces diplômes-là, Lombeya était recteur, comment un autre recteur peut signer? Et donc, nous sommes souvent confrontés à ce genre de choses. Un honorable sénateur a proposé que la CENI puisse, même après les élections, vérifier, mais je pense que ça c'est le travail du législateur que vous êtes, mais nous avons estimé que les instituts d'enseignement supérieur et universitaire pouvaient authentifier, parce qu'on est confronté à ce genre de problème où carrément on voit une attestation d'un candidat qui dit qu'il a étudié à l'Institut supérieur de commerce de Kananga. Mais il n'y a pas d'Institut supérieur de commerce à Kananga. Comment il a étudié à l'Institut supérieur de commerce à Kananga? Alors, puisqu'il présente son attestation et que cette attestation ne peut être authentifiée par personne, la CENI l'accepte, tout en sachant qu'il n'y a pas d'Institut supérieur de commerce à Kananga. Les élections locales ne risquent-elles pas d'organiser le retard? Non. Dans l'organisation des élections présidentielles, là, je ne comprends pas très bien, mais je pense que ce sont deux moments différents. Un recensement devrait se faire avant la tenue des scrutins. Nous avons dit qu'il n'y avait pas du tout conditionnalité, mais que c'était les données du tempo. Le tempo est arrêté par la CENI, qui est le seul pouvoir organisateur des élections. Lorsque la CENI dit « stop », c'est ces jours-là. Et donc, il n'y a pas une quelconque conditionnalité. Il n'y en a pas. L'augmentation excessive du taux. Il n'y a pas de candidature fantaisiste, j'ai déjà répondu. C'est plutôt l'élan démocratique, sinon ce serait la plutocratie. Non, point du tout. Si l'élan démocratique devrait faire que dans une circonscription électorale où il n'y a qu'un seul siège, on trouve 300 candidats,
Vous voyez le volume du bulletin, ça devient plus qu'une Bible. Comment nos électeurs vont-ils se retrouver face à ces volumineux bulletins? J'ai essayé de ramasser, honorable président, dans les grandes lignes, les questions qui m'ont été posées. Je voudrais également répondre à l'honorable sénateur Lombeya, ancien recteur, qui a fait un raisonnement qui m'a paru, je ne pourrais pas qualifier parce que c'est mon aîné. Il me dit, il pose des préalables et il dit, si vous ne répondez pas à la négative, c'est que vous avez pris la parole pour cacher votre pensée. Et donc il m'interdit de répondre. Moi aussi j'ai la liberté de pouvoir répondre. Il n'y a pas liberté d'expression. Je pensais que chacun de nous avait la liberté de répondre. Mais lui m'interdit de répondre. Ou alors il m'oriente, il me donne la réponse. Il faudrait que vous répondiez négativement. Non, je ne suis plus libre de pouvoir répondre. Telle est ma réponse, honorable sénateur, que vous m'avez interdit. Vous avez violé ma liberté d'expression. Je voudrais, pour terminer, répondre à mon aîné, le doyen Ngoulou. Il y a beaucoup de propositions qui sont bonnes, qui ont été faites ici. Je ne voudrais pas y répondre parce que ce sont les honorables sénateurs eux-mêmes qui vont devoir se mettre à l'œuvre. Oui, l'honorable sénateur Ngoulou dit que le recensement n'est pas nécessaire, il faudrait procéder à la projection. Mais c'est cette projection que nous avons faite depuis très longtemps. Mais ne répondez pas à votre place. Je l'ai dit sous d'autres termes. Techniquement, ce que l'honorable Ngoulou a dit, c'est la projection. C'est ceci, sur le plan technique. Et j'affirme haut et fort, il s'agit ici de la projection des données. Il n'y a pas un autre mot technique. Vous l'avez dit sous plusieurs formes, mais techniquement, c'est la projection. Et je sais de quoi je parle. Et ici, je voudrais aussi répondre à l'honorable sénateur Ngoulou, qui dit, un membre du gouvernement a dit que les manifestations, c'est un acte de provocation à l'endroit du gouvernement. Je suis lié, moi, par ce que je dis ici. Et la solidarité gouvernementale exige que ce soit ce qui a été dit au Conseil des ministres, que l'on puisse m'opposer ici. Tout ce qui n'est pas dit au Conseil des ministres ne peut pas me lier parce que le principe de solidarité ne peut pas me régir en ces cas-là. Et donc, il est préférable que l'on m'oppose à ce que l'on a dit au Conseil des ministres. Et pour ma part, je ne pense pas qu'au Conseil des ministres, on ait pris pareille position. Et donc, on ne peut pas m'opposer ce qu'un membre du gouvernement, dans sa liberté, aurait dit. Je ne peux pas répondre parce que ce n'est pas lié par le principe de solidarité gouvernementale, puisque ce n'est pas une position du gouvernement et ce n'est pas dit au Conseil des ministres. Je voudrais, honorable président, vous demander, après avoir tenté de répondre à ces questions, si vous pouvez accepter que le directeur général de l'ONIP vienne me compléter. Pour les honorables sénateurs qui pensent que je n'aurais pas rencontré leurs préoccupations, c'est eux les législateurs, c'est à eux à pouvoir le traduire dans les corps de la loi. Pour ma part, je voudrais encore une fois vous remercier, honorables sénateurs, pour l'attention que vous avez bien daigné m'accorder, honorable président, pour tout ce que vous avez fait pour nous afin qu'à cet instant, nous soyons en train de nous adresser à cet auguste hémicycle. Merci. Merci, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité. La parole est accordée au directeur général de l'ONIP. Honorable Président, honorable sénateur, comme vous le constatez, je n'ai plus assez de temps.
et que l'essentiel a été dit par son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, dont l'ONIP est tout simplement le prolongement. L'ONIP, c'est le prolongement du ministère de l'Intérieur et Sécurité. Je voulais dire que si j'avais remis la petite brochure qui